Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, investiture à Yewwi Askan Wi. La coalition de l'opposition vit une crise interne. Des membres de la dite coalition dénoncent des positions qu'ils qualifient de dérive contre l'éthique au banc des accusés. Le président des leaders Khalifa Ababacar Sall ou encore Ousmane Sonko. Des précisions à suivre dans ce journal. Arrêté Ousmane Ngom, la Cour de justice de la CEDEAO vient d'ordonner au Sénégal son abrogation. Cet arrêté numéro 75-80 du 20 juillet 2011 est une violation à la liberté d'expression selon l'organisation sous-régionale saisie par des organisations de défense des droits humains. L'organisation donne 3 mois à l'État du Sénégal pour exécuter cette décision. Et puis, revue annuelle du plan national de développement sanitaire. La tutelle fait état de 4 hôpitaux construits et près de 4000 recrutements dans le secteur. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, parle d'un bilan satisfaisant et promet des efforts à venir pour rassurer la stabilité du système de santé au Sénégal. Le compte rendu à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Politique d'abord, législative 2022. Certains membres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi en désaccord avec des décisions prises au sein de la coalition. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de dérive contre l'éthique. Les controverses sont nées des investitures pour les élections locales du 31 juillet prochain. Ils pointent du doigt des choix de complaisance et accusent certains leaders dont Khalifa Ababacar Sall ou encore Ousmane Sonko. Le compte rendu est signé Mamadou Dia. Les investitures en vue des législatives irritent ces membres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Ils décrivent avec véhémence la violation des principes et valeurs de la coalition. Les préceptes semblent être foulés aux pieds. Ce que l'on constate, c'est l'effritement de ces valeurs, la disparition de ces valeurs, notamment la question de l'éthique et de la justice. Lorsqu'on met en avant une question partisane, de militantisme tout court, des questions parfois même ethnicistes, parfois même régionalistes, c'est tout simplement regrettable. Ces membres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi soulèvent des manquements, un déséquilibre et un manque de cohésion dans la confection des listes nationales, ce qui serait à l'origine des incongruités dans certaines zones. Vous l'avez vu à Dakar, ce qui s'est passé. Vous l'avez vu dans les départements. Nous ne disposons toujours pas de listes. Nous ne savons toujours pas comment les listes ont été confectionnées au niveau national. On sait tout simplement, on observe, on constate que la charte a été bafouée. Force devrait rester à la charte au regard de ses membres de Yewwi Askan Wi. Ils exhortent le président de la conférence des leaders à revoir sa copie. C'est une exigence. Il faut que les présidents de la conférence des leaders se ressaisissent. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la coalition Yewwi Askan Wi. Il faut moins d'ego et accepter les remarques, la démocratie interne. C'est comme cela qu'on peut bâtir une coalition forte, une opposition forte. Ces leaders s'insurgent contre la démarche des investitures au sein de leur coalition Yewwi Askan Wi. Ils continuent tout de même à marquer leur ancrage dans l'opposition radicale. Aide au développement, la ville de Dakar a organisé sa première journée de la solidarité ce jeudi 12 mai. La mairie a mis à la disposition des jeunes et personnes démunies des matériels et financements à des groupements. Pour le moment, sur les plus de 20 000 demandes reçues, 5 000 personnes ont bénéficié de ces aides. Le reportage d'Ami Diouf. Des réfrigérateurs, des motos, des fauteuils roulants, entre autres dons remis par l'équipe de la municipalité de Dakar. La remise a démarré avec environ 5 000 personnes, selon Paul Colly, comptable matière de la ville de Dakar. Nous avons recueilli en fait les préoccupations des Dakarois
avant de pouvoir leur donner tous les articles que nous avons pu donner aujourd'hui. Pour les bons Auchan, jusqu'à 850 personnes. À l'université, il y a eu 350 étudiants qui ont eu des tickets de restaurant pour un mois. Pour les motos, elles sont encore là. Donc symboliquement, nous avons donné à 10 personnes aujourd'hui. Pour les tchak-tchak aussi 10 personnes. Pour les tricycles, 10 personnes. Par ailleurs, des financements de 100 000 à 1 500 000 sont distribués pour soutenir les projets de femmes et des jeunes. Le matériel a été acheté effectivement avec ces 1 milliard, mais aussi des financements ont été octroyés à certains groupements pour qu'ils puissent faire une certaine activité. Donc les groupements de femmes ont été accompagnés. Il y a des financements qui vont jusqu'à 100 000 francs pour des individuels, donc pour commencer un petit business. Et entre 1 million et 1 500 000 pour les groupements. Khady Cissé, une des bénéficiaires, a reçu un réfrigérateur. Très heureuse, elle magnifie le geste. J'avais déposé une demande d'aide sociale. Après, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils m'ont offert un réfrigérateur. Je suis vraiment contente de cette initiative. C'est ce que nous attendions de lui. Les responsables de l'équipe municipale de la ville de Dakar engagent, disent-ils, une nouvelle dynamique de politique sociale et ne ménageront aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et je vous le disais tantôt, revue annuelle du plan de développement sanitaire, le ministre de la Santé et de l'Action sociale dresse un bilan satisfaisant. Abdoulaye Diouf Sarr est revenu sur les réalisations effectuées dans le secteur. Et quant au climat qui sévit depuis un certain temps dans le système de santé, le ministre rassure et souligne que des efforts sont en train d'être faits pour une stabilité du secteur de la santé au Sénégal. Mamadou Sy pour le compte-rendu. Le secteur de la santé a connu des réalisations et des avancées majeures au cours des dernières années. Le recrutement massif de personnel soignant, le relèvement du plateau médical, la création de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, entre autres, un bilan que le ministre de la Santé et de l'Action sociale a jugé satisfaisant lors de la revue annuelle conjointe du plan national de développement sanitaire. Plus de 3 000 voire 4 000 personnels de santé et d'action sociale recrutés en moins de 3 ans. Il y a 4 hôpitaux modernes qui ont été réalisés en une seule fois. Sur une période de 2 ans, nous avons effectivement inauguré 4 centres de dialyse. Nous savons effectivement que le Sénégal est couvert en termes de maillage territorial pour les scanners, avec la création de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique pour installer notre pays dans une posture de souveraineté sanitaire et de souveraineté pharmaceutique. Des perturbations ont néanmoins été notées dans le secteur de la santé. Les autorités sanitaires assurent que des dispositions ont été prises pour en garantir la stabilité. Cette contradiction majeure portait sur la question de la rémunération dans le secteur de la santé. On a eu des avancées majeures en termes de revalorisation de la prise en charge financière des personnels de santé et d'action sociale. Et je crois que nous entrons dans une phase de stabilité qui, j'espère, sera durable. La revue annuelle conjointe du plan national de développement sanitaire a permis aux autorités sanitaires de passer en revue les réalisations faites dans ce secteur. Plusieurs points positifs ont été notés. Les autorités s'engagent à poursuivre la dynamique pour garantir un système de santé de qualité aux populations. Autre secteur évalué, le secteur du tourisme, l'évaluation du crédit hôtelier et touristique pour une relance du secteur après la crise sanitaire est plus que satisfaisant avec des financements aux acteurs durement touchés par la pandémie de Covid-19. Le ministre appelle aussi à un climat apaisé pour faire du Sénégal une destination touristique de référence. Alioune Sarr, ministre du Tourisme, au micro de Babacar Seck. Nous avons noté justement, avec l'exposé qui a été fait tout à l'heure par le crédit hôtelier, que les 382 dossiers qui sont reçus ont été traités. L'idée, c'est que vraiment que nous puissions continuer ce partenariat, évidemment en voyant comment mettre les mêmes textes, mais surtout en demandant vraiment aux banques d'être le plus réactifs possible, de réduire les durées de traitement de ces dossiers. Dès l'instant où l'État a mis sur la table une garantie et que
vraiment le risque est réduit. Je pense que les banques doivent pouvoir également faire un effort et je suis convaincu que nos partenaires de la LCA et de la BNDE pourront le faire naturellement. Le tourisme est un secteur important dans l'économie et que si nous voulons que la relance se fasse dans de meilleures conditions, nous devons avoir un climat social apaisé. Et donc je voudrais vraiment insister sur ce point-là, avoir un climat social apaisé dans les relations entre les acteurs, dans les relations entre les ministères et les acteurs. C'est ça qui nous permettra justement de faire face à nos concurrents, qui ne sont pas vous, qui ne sont pas au Sénégal. Puisque le Sénégal est en compétition également au niveau sous-régional, pour être le hub, pour être la destination touristique de référence. Et nous avons besoin vraiment que toutes les forces soient mobilisées ensemble dans la même direction. Et je voudrais vraiment vous dire que c'est moi, c'est mon credo, c'est la ligne qui est dans ce ministère. Et on ne la déviera jamais. Et à Bourg, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Saly a déploré le refus de certains automobilistes de céder le passage à leur véhicule en cas d'intervention, chose qui contribue à retarder très souvent leur travail. Et à l'occasion de la célébration de la journée nationale des sapeurs-pompiers, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers a magnifié les importants moyens logistiques dont il dispose désormais. Les propos du commandant Demba Diop au micro de Muntaga Kane. Nous ne venons jamais en retard en cas d'opération. Souvent, les gens ne nous appellent pas tôt. Ils ne le font que quand la situation les dépasse. Dès qu'on nous appelle, on sort immédiatement. Notre problème, c'est que les automobilistes ne nous cèdent pas le chemin. Malgré nos klaxons, les gens rechignent à nous laisser passer. Beaucoup de gens pensent que nous activons l'alarme sans qu'il y ait d'urgence. Ce n'est pas conforme à la vérité parce qu'ils ne sont pas bien informés. Nous comptons beaucoup sur la presse dans le sens de la sensibilisation des populations pour qu'ils comprennent l'importance des sapeurs-pompiers. Dans cette zone, il y a beaucoup d'accidents de circulation. C'est pourquoi on est fourni en véhicule plus qu'il n'en devait. La compagnie de Mbour a 2 ambulances, en plus des 2 qui sont à notre disposition. C'est parce que simplement, la zone compte beaucoup d'accidents que Mbour a été fourni de ces ambulances, malgré le fait que c'est un département. Direction à présent le sud du Sénégal, Ziguinchor, où le nouveau maire Ousmane Sonko a rebaptisé ce matin des rues qui portaient des noms de colons. Ousmane Sonko parle d'un devoir de mémoire et non d'un acte de défiance envers la France. 3 rues de la ville ont été rebaptisées rue de la Paix. Les explications d'Ousmane Sonko, micro d'Assanba. Les 3 rues que nous venons de rebaptiser, celle sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, devant la mairie de Ziguinchor, en fait partie. Nous avons choisi de l'appeler rue de la Paix. La paix que nous voulons pour le monde entier. La paix que nous voulons pour l'Afrique, la paix que nous voulons pour le Sénégal et la paix que nous voulons surtout pour cette Casamance qui a suffisamment souffert du crépitement des armes de 1982 à maintenant, c'est-à-dire 40 années. Pour la deuxième, que nous avons également baptisée, nous l'avons appelée Séléki 1886. La troisième rue que nous venons d'inaugurer également est une rue qui portait le nom de Javelier, capitaine Javelier. Nous avons considéré qu'il y a mieux à faire que de laisser cette dénomination et nous avons donné le nom de cette rue à nos aïeuls, à nos grands-pères qui étaient appelés improprement d'ailleurs tirailleurs sénégalais. Et le préfet de Ziguinchor s'érige en bouclier contre Ousmane Sonko face à sa volonté de rebaptiser certaines rues de la capitale du Sud. D'après l'autorité administrative, seul l'État a cette compétence de rebaptiser des rues. Et pour professeur Mbaye Thiam, les choix du maire de Ziguinchor, tout comme le refus du préfet de cette ville, relèvent purement et simplement de manœuvres politiciennes. L'historien parle de faux débats. Professeur Mbaye Thiam, au micro de Mme Abdoukaï Kassé. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas un débat scientifique.
parce que le débat scientifique autour de cette question est tranché définitivement. Les tirailleurs ont été créés par le gouvernement colonial et dans le texte de création, ils s'appellent tirailleurs sénégalais. Maintenant, tous les tirailleurs qui étaient dans les armées françaises n'étaient pas du territoire du Sénégal, parce qu'à l'époque, c'était des territoires. On appelait les 8 groupes de territoires qui constituaient l'AOF des territoires. On recrutait dans tous les territoires, mais ils portaient un seul nom. Parce que si on s'amusait à appeler tirailleurs sénégalais, tirailleurs voltaïques, tirailleurs soudanais, tirailleurs daouméens, on n'en sortirait pas. Le gouvernement colonial, considérant que le gouverneur général est le patron de toute l'AOF, mais leur avait donné un seul nom. Et c'était des tirailleurs sénégalais. Maintenant, qu'est-ce qui motive un tel débat? Ma conviction intime est que derrière la préoccupation du maire de Ziguinchor et la réaction du préfet, c'est des démarches politiciennes, tout court. On veut créer une source de conflit susceptible éventuellement d'être exploité politiquement. Restons toujours à Ziguinchor où les actes et propos du nouveau maire font toujours débat. Ousmane Sonko n'a pas compétence à auditer la gestion administrative et financière du président de l'Union des centristes de Abdoulaye Baldé. C'est l'avis du coordonnateur de l'UCS. Pour lui, la commune de Ziguinchor n'est pas une entreprise privée, mais un démembrement de l'État soumis au contrôle des structures de l'État. Des propos de Mamadou John, coordonnateur de l'UCS au micro d'Assamba. La démarche de Ousmane Sonko relève de la pure politique politicienne. Voilà, on nous parle d'un état des lieux, alors que tout le monde sait que le seul état des lieux qu'il convient de considérer est celui qui est consigné sur le rapport officiel de passation de service, qui a établi les réalisations, ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui est projeté. Maintenant, toute autre démarche relève d'une politique politicienne. On nous parle d'un audit. Lui, il n'a pas compétence à auditer. La mairie de Ziguinchor n'est pas sa propriété privée. Ce n'est pas Atlas, ce n'est pas Mercalès, ce n'est pas le parti PASTEF. C'est un démembrement de l'État qui s'appelle la commune de Ziguinchor. Autrement dit, la commune est soumise véritablement aux structures légalement constituées par l'État, aux juridictions compétentes en matière de vérification administrative et financière. Ousmane Sonko n'en a pas la compétence pour le faire. On nous parle d'un cabinet qui a été recruté. Qui l'a réalisé? Comment le cabinet a été recruté? La mairie a-t-elle lancé un appel à candidature pour recruter le cabinet? Quelles sont les personnes qui ont été consultées durant véritablement ce qu'il appelle audit? Est-ce qu'il y a eu une démarche contradictoire? Quel est le rapport d'audit qui a été produit? Nous ne l'avons pas vu. Donc c'est de la pure politique politicienne. L'actualité, c'est aussi la Cour de justice de la CEDEAO qui vient d'ordonner à l'État du Sénégal d'abroger l'arrêté numéro 7580 du 20 juillet 2011, autrement appelé arrêté Ousmane Ngom, un arrêté qui, selon l'organisation sous-régionale, viole les droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique. La Cour de justice de la CEDEAO, qui a été saisie par la RADDHO, Amnesty International et la Ligue sénégalaise des droits humains, donne 3 mois à l'État du Sénégal pour l'exécution de cette décision. Abdourahmane Ly pour plus de précisions. L'État du Sénégal n'a plus que 3 mois pour abroger l'arrêté Ousmane Ngom interdisant les manifestations publiques en centre-ville. Un délai imparti par la Haute Cour de justice de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné l'État du Sénégal, a dit de façon claire que cet arrêté viole la liberté de réunion des citoyens sénégalais et a demandé à l'État de prendre des mesures allant vers cette abrogation dans un délai de 3 mois. Et la Cour de justice de la CEDEAO a été ferme, a imparti au Sénégal non seulement un délai, mais lui a demandé de présenter un rapport. Une décision qui intervient à la suite du constat fait par la Haute Cour de justice de l'organisation sous-régionale de l'arrêté qui viole la liberté de manifestation. Décision que l'État du Sénégal est obligé de respecter et pour cause. Non seulement cet État a ratifié librement le traité de la CEDEAO, non seulement cet État a dit de façon claire que les traités et conventions internationales ratifiées et publiées
font partie du bloc de constitutionnalité, ont valeur supérieure à la loi, mais cet État a également ratifié le traité qui dit que les arrêts de la Cour sont exécutoires, sont sans appel et s'imposent aussi bien aux personnes morales, aux institutions, aux États. À partir de ce moment, nous ne voyons pas comment cet État pourra défier de nouveau une cour ou la cour de la CEDEAO, d'autant plus que ce qui a été dit par la Cour doit et relève de l'évidence. En toute évidence, la Ligue sénégalaise des droits humains, la RADDHO et Amnesty International ne comptent reculer devant rien pour la suppression de cet arrêté. Et si toutefois l'État du Sénégal répond une nouvelle fois par le mépris, selon leurs termes, à une décision de la Haute Cour de justice de la CEDEAO, ces membres des organisations des droits de l'homme ont conclu une autre démarche. Nous saisirons de nouveau la Cour par une action en manquement, une action en carence, et nous demanderons que la Cour qui a été défiée puisse elle-même régler son problème. Que cette Cour condamne de nouveau le Sénégal, non plus pour abroger cet arrêté, mais pour ne pas avoir exécuté une décision que cette même Cour a rendue. Et nous savons qu'à la matière, par rapport à des actions en manquement pour ceux qui connaissent le droit international, c'est des sanctions extrêmement graves. Risque de trouble à l'ordre public et la protection des immeubles abritant des institutions de la République, motif évoqué à l'époque par l'État du Sénégal pour rendre l'arrêté numéro 7580 du 20 juillet 2011 permanent, aujourd'hui contestable aux yeux des magistrats de la Haute Cour de justice de la CEDEAO, d'où la conclusion visant l'abrogation de l'arrêté. Et puis cette triste nouvelle pour le barreau du Sénégal et les acteurs de la justice avec le rappel à Dieu de Maître Pape Jean Sey. Il était l'un des ténors du barreau national et décédé la nuit dernière. Maître Ousmane Diagne s'incline devant la mémoire d'un avocat chevronné et compétent, mais aussi un homme généreux. Maître Ousmane Diagne, secrétaire général adjoint du barreau national, au téléphone d'Antoine Diouf. C'est quelqu'un qui appartenait au peuple sénégalais. C'est un avocat qui était un avocat chevronné, très compétent, mais qui était d'une bonté légendaire et d'une générosité extraordinaire. Donc, sur le plan professionnel, c'est l'un des avocats les plus émérites, parce que ça soit dans tous les domaines, surtout dans le domaine du travail, c'était une sommité. Nous tous qui sommes dans le barreau, nous recueillons souvent ses conseils et ses orientations pour pouvoir gérer au mieux les dossiers qui ont un caractère social, c'est-à-dire les dossiers du droit du travail. Ce qu'on peut dire aussi sur le plan humain, c'est quelqu'un qui était généreux. Et la preuve que je peux donner, c'est qu'à chaque fois qu'il venait au tribunal, au restaurant, quand il partait, c'est lui qui payait toutes les notes de tous les avocats et de toutes les personnes qui sont présentes, qui sont avocats ou non avocats. Donc aujourd'hui, c'est pour nous, pour le barreau, pour Saint-Louis et pour la plupart des Sénégalais, parce que c'est un homme qui appartenait à tout un peuple sénégalais. C'était donc le témoignage de Maître Ousmane Thiam, secrétaire général adjoint du barreau national, autant pour moi. Et puis cette actualité sur l'international, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa, est mort. Un deuil officiel est décrété et les drapeaux mis en berne pour 40 jours. Né en 1948, celui qui avait accompagné ces 20 dernières années l'ascension fulgurante des Émirats arabes unis sur la scène internationale se faisait rare depuis un AVC en 2014 et depuis lors, c'est son demi-frère Mohamed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, qui gère les affaires du pays. Il reste considéré d'ailleurs comme le dirigeant de facto de la monarchie pétrolière à l'influence grandissante. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.